L'intégration dans notre système de gouvernance de l'environnement de ces principes d'aucune planète et de compensation ouvre des perspectives de conservation et de compensation pour d'autres écosystèmes, d'autres services écologiques. Histoire à suivre. Cette table ronde réunit des conférenciers qui ont développé au cours des années une importante expertise sur les questions entourant la conservation des milieux humides et leur compensation en cas de perte, comme vous allez pouvoir le constater. Tout d'abord, Sophie Lavallée, en rouge ici, est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et ma collègue, membre du Barreau du Québec. Ses enseignements et recherches portent sur le droit international et interne de l'environnement et l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Elle est membre de plusieurs centres de recherche et elle a participé aux travaux de l'équipe mandatée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et du Changement climatique pour faire des recommandations en vue de moderniser des régimes d'autorisation environnementale pour les projets en milieu humide. Madame Poulin est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Ses enseignements et recherches portent sur la biologie végétale et plus particulièrement sur l'aménagement et la conservation des milieux humides, l'impact des activités humaines sur la biodiversité, l'écologie et la restauration des habitats riverains. Elle a également, avec Sophie Lavallée, participé aux travaux de l'équipe mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour faire des recommandations en vue de moderniser les autorisations pour les projets en milieu humide. Caroline Roberge est membre du Barreau du Québec depuis 2008. Elle est actuellement doctorante à la Faculté de droit de l'Université Laval. Son champ d'expertise porte sur les droits de l'aménagement, du territoire et de l'environnement. Elle a présenté avec les professeurs Lavallée et Poulin le mémoire du Centre de la science de la biodiversité du Québec lors des consultations parlementaires sur le projet de loi 132 relatif à la conservation des milieux humides et hydriques, qui fait l'objet de notre table ronde. Enfin, notre dernier conférencier, M. Bernard Filion est biologiste, agronome. Il est directeur du Québec pour Canard Illimité, et cela depuis 1998. Il est présent chez Canard Illimité depuis sa création en 1976, et il a été l'instigateur de nombreuses initiatives, dont la révision du programme de conservation de l'organisme, ainsi que des plans régionaux de conservation des milieux humides couvrant les 17 régions administratives du Québec, ainsi que du plan de cartographie détaillée des milieux humides du sud du Québec. Il a lui aussi participé aux consultations parlementaires sur le projet de loi 132 relatif à la conservation des milieux humides et hydriques. Avant de céder la parole à mes conférenciers, je me dois de vous informer que cette table ronde est un événement qui a été certifié éco-responsable par l'Université Laval. Nous vous invitons donc à utiliser des bouteilles d'eau réutilisables, à trier vos matières résiduelles dans les silos de récupération prévus à cet effet, ainsi qu'à privilégier les transports durables. Je cède maintenant la parole à nos trois conférencières qui vont tour à tour intervenir sur différentes questions entourant les programmes de restauration et de création des milieux humides. 30-35 minutes. Vers midi 15-20, M. Bernard Filion prendra la parole à son tour pour une période de 15 minutes. Suivra une période d'échange et de questions avec la salle. À plus tard. Bonjour, alors ça me fait plaisir d'être ici pour discuter de la loi concernant la conservation des milieux humides. La façon dont on a pensé monter cette table ronde avec mes collègues Sophie Lavallée puis la participation de Caroline aussi, on a d'abord fait est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? On a fait une présentation en 3 temps. Donc, dans un premier temps, on va parler du contexte qui a mené à la présente loi. Ensuite, on a pensé synthétiser la loi, parce que la loi est quand même complexe, elle fait appel à plusieurs autres lois, puis je pense que c'est pas tout le monde dans la salle qui a étudié en détail la loi. On va faire une synthèse de tout ça pour ensuite parler des défis que pose la mise en œuvre de cette loi-là. Et ensuite, Bernard nous donnera aussi des commentaires ou la vision de Canard Illimité quant à la loi sur la conservation des milieux humides. Alors,
Pour ce qui en est du contexte qui a mené à la présente loi, en fait, comme tout le monde le sait probablement ici, c'est l'exigence d'un certificat d'autorisation dans un milieu humide ne dépend pas d'un risque de contamination, mais est automatique en vertu de l'article 22 de la LQE. Donc, toute personne quiconque compte ériger, modifier une construction, faire des travaux dans un milieu humide doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. Donc ça, c'est quelque chose que j'imagine les gens savent ici. En 2012, il y a eu l'affaire des Atokas de l'érable. Il y a un juge qui a invalidé la directive ministérielle qui prévoyait à l'époque, dans les années 2000, la séquence d'atténuation, soit éviter, minimiser et compenser les travaux, les pertes de milieu humide. Cette séquence-là a été utilisée par les fonctionnaires dans le cadre d'une directive ministérielle. Et le fait d'invalider cette directive ministérielle a eu pour effet, dans le fond, de rendre illégales toutes les autres compensations qui avaient été faites en vertu de l'article 22 de la LQE. Puisque, dans le fond, une atteinte au droit de propriété doit être fondée sur une loi, comme l'indique le Code civil, puis la Charte des droits et libertés. Donc, le Code civil sous-tend que la propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. La même chose, la Charte des droits québécoise stipule que toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Donc, à l'époque, on avait simplement une directive, on n'avait pas de loi, et le ministre a dû réagir rapidement suite à l'affaire des Atokas de l'érable. Et il a conclu, il est arrivé avec la loi concernant les mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique. C'est la loi 11.4. Et par cette loi-là, il venait légaliser rétroactivement toutes les compensations qui avaient été exigées par le ministère là, dans les années 2000. Et donc, cette loi accorde expressément au ministre le pouvoir d'exiger des mesures de compensation pour tous les travaux effectués en milieu humide. Et le ministre, à l'époque, s'était engagé à adopter une loi sur la conservation et la gestion durable des milieux humides avant avril 2015. Ensuite, il a reporté l'échéance à avril 2017 alors qu'il annonçait la modernisation de la LQE. Donc ça dresse grosso modo le portrait politique, le contexte en fait ayant mené à la présente loi. Il y a eu aussi des mandats donnés par le ministre au Centre des sciences de la biodiversité du Québec. Et avec ma collègue Stéphanie Pellerin, en 2013, on a déposé un document, un rapport au ministre. Et entre autres, on avait évalué les pertes de milieux humides. On avait montré qu'au cours de 2 décennies, on avait perdu 567 km² de milieux humides dans les basses terres, donc environ 2500 hectares de milieux humides par année. Premier constat, et une deuxième étude aussi commandée par le ministère au CSBQ qui a été menée par Sophie Lavallée et dans laquelle elle recommandait que les activités dans les milieux humides classifiées d'intérêt pour la conservation devraient être interdites par la loi, donc on devrait avoir l'objectif d'aucune perte nette. Et pour les autres milieux humides, la loi devrait réitérer que l'autorité a le pouvoir de refuser une autorisation et d'exiger de démontrer d'autres alternatives de lieu pour le projet. Donc encore ici, appliquer la séquence éviter, minimiser et compenser. Donc tout ça a mené à la loi actuelle pour vraiment sécuriser cette séquence-là et l'encadrer là, dans une loi qui porte directement sur les milieux humides. Alors je vais céder la parole à ma collègue Sophie Lavallée qui va vous dresser un portrait ou en fait faire la synthèse de la loi sur les milieux humides. Merci Monique. Bonjour. Le 6 avril 2017, le projet de loi 132 a été déposé, donc intitulé « Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques ». Ensuite, du 10 au 17 mai 2017, là, la Commission parlementaire des transports et de l'environnement a tenu des consultations particulières pour recueillir les commentaires de certains groupes particuliers là, sur le projet de loi.
Et au nom du CSVQ, donc du Centre de la science de la biodiversité du Québec, dont ma collègue vous a parlé tout à l'heure, nous avons présenté un mémoire et des représentations à la commission parlementaire avec Mme Caroline Roberge qui est ici. Finalement, on a fait des commentaires sur le projet de loi, on a proposé des recommandations, 15 recommandations en fait qui touchaient à la définition des milieux humides dans le projet de loi, l'objectif d'aucune pertinette de définir davantage les critères, les facteurs d'équivalence, de tenir compte de la régionalisation des compensations. Plusieurs intervenants, là, dont Bernard Filion, le groupe Ouranos, le consortium Ouranos, se sont présentés également aux consultations particulières, Fédération des municipalités, les groupes d'agriculteurs, EPA, etc. La loi a finalement été adoptée le 16 juin dernier. La loi est assez complexe, ma collègue Monique l'a mentionné, là, parce qu'elle vient modifier quand même plusieurs lois au Québec, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau. Elle a d'ailleurs vient changer l'intitulé de cette loi-là en ajoutant et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, donc des milieux humides. Notamment, la loi sur la qualité de l'environnement est modifiée également par la loi 132, ainsi que la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, cette loi modifie des dispositions en matière de planification de l'aménagement du territoire au Québec, de planification de gestion intégrée des ressources en eau, le régime d'autorisation environnementale de la loi sur la qualité de l'environnement, dont l'article 22, le fameux article 22, régime d'autorisation environnementale qui vient d'être modifié par la loi 102. La loi 102, dont certaines dispositions sont déjà en vigueur, d'autres vont entrer en vigueur en mars prochain. Donc, il faut lire la loi 132 en relation avec les dispositions modificatives, entrées en vigueur ou non, ce qui rend encore les choses un peu plus complexes. Et cette loi modifie également les mesures de conservation du patrimoine naturel, loi là, qui prévoit le régime, l'encadrement de la protection des aires protégées au Québec. Donc, en fait, je vais vous présenter finalement un résumé là, des différentes modifications qui sont apportées à ces différentes lois-là par la loi 132. Donc, dans un premier temps, la loi 132 vient modifier la loi sur l'eau. Elle prévoit que chaque MRC et chaque grande ville devra élaborer un plan régional des milieux humides sur son territoire. Elle prévoit que plusieurs MRC pourront également se concerter, s'entendre pour développer un plan régional de leur milieu humide conjointement. Ce plan, la loi prévoit que le plan devra identifier d'abord les milieux d'intérêt pour la conservation et également les moyens que la MRC envisage pour en assurer la conservation. Les autres milieux humides d'intérêt qui peuvent, eux, faire l'objet d'un développement moyennant un certificat d'autorisation doivent être identifiés également sur le plan régional. Les milieux humides à restaurer doivent être identifiés également sur ce plan, ainsi que les milieux qui présentent un intérêt pour créer de nouveaux milieux humides. La loi prévoit que le ministère devra publier un guide le 16 juin prochain, un guide pour accompagner les MRC dans l'élaboration de ces plans régionaux-là. D'autres modifications sont apportées à la loi sur l'eau par la loi 132. Alors, concernant le plan régional encore, le plan régional, il est prévu qu'il devrait être approuvé par le ministre de l'Environnement, après consultation d'autres ministres, agriculture, affaires municipales, faune, énergie, ressources naturelles. Et pour approuver ce plan régional, le ministre devra s'assurer que, d'une part, le plan régional permet une gestion cohérente du bassin versant et également est complémentaire aux autres plans régionaux qui concernent le même bassin versant. Le plan régional doit tenir compte des changements climatiques. Le plan régional doit favoriser l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques. Et le ministre, à la vue du plan régional, s'il n'est pas convaincu que le plan respecte ces critères, pourra demander à la MRC d'y apporter des modifications. Il est prévu que le plan régional doit être révisé tous les 10 ans et qu'un bilan doit être transmis par la MRC au ministère à chaque 10 ans. Il est prévu que dans l'élaboration de son plan régional, la MRC doive
doit consulter les conseils régionaux, les CRE, les conseils régionaux de l'environnement ainsi que les organismes de bassin versant pour tenir compte de leur plan directeur de l'eau. Les OEV, en retour, là, doivent prendre en compte les objectifs fixés dans les plans régionaux par la MRC dans leur plan directeur de l'eau. La loi sur l'eau, la loi 132, est venue ajouter des dispositions, modifier la loi sur l'eau pour accorder au ministre de l'Environnement le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes qui favorisent la restauration et la création des milieux humides. Ces programmes, il est prévu qu'ils peuvent être gérés par le ministère lui-même ou encore que le ministère peut en déléguer la gestion, soit à une MRC, soit à une communauté autochtone, à son conseil de bande, et que si la gestion d'un programme de restauration est déléguée à une MRC, la MRC peut, elle, en sous-déléguer la gestion à une municipalité locale. Et il est prévu, la loi prévoit que l'exercice de pouvoir dans le cadre de la gestion d'un programme par un sous-délégataire, donc une MRC ou une communauté autochtone, ou encore par un délégataire ou un sous-délégataire comme une municipalité locale, n'engage pas l'État. Les programmes doivent être gérés bassin versant par bassin versant, c'est-à-dire que les sommes, les contributions financières que les promoteurs devront verser dans le Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État pour obtenir leur CA, sommes dont on va parler tout à l'heure, qui servent finalement à des fins de restauration et de création de milieux humides, devront être utilisés pour développer des programmes de restauration prioritairement dans le même bassin versant que les pertes. Un programme de restauration, la loi prévoit que chaque programme de restauration doit prévoir les critères d'admissibilité des projets de restauration. Donc, il est prévu que les projets doivent être réalisés, le programme devra encadrer des critères et prévoir que les projets doivent être réalisés prioritairement dans la MRC où le milieu humide a été détruit ou dans le même bassin versant. Les projets doivent permettre de maintenir les superficies ou les fonctions écologiques des milieux humides ou de faire des gains. Ma collègue Monique tout à l'heure va en parler. Les projets de restauration devront être évalués en fonction de facteurs d'équivalence. Donc, le programme de restauration mis en place, soit par le ministère, soit par la MRC, doit prévoir que les projets de restauration pour des terrains particuliers devront être évalués en fonction de facteurs d'équivalence par rapport au type de milieu perturbé. Donc, c'est type par type. Le programme doit prévoir des critères d'admissibilité des personnes qui peuvent finalement restaurer les terrains, qui peuvent être en charge de projets de restauration. Et chaque programme de restauration devra prévoir le contenu minimal des ententes qui devront être conclues avec les responsables de la restauration. Donc, finalement, au Québec, ce qu'on est venu faire, c'est qu'au lieu de créer des banques de compensation, comme il en existe ailleurs, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, banques de compensation où finalement on crée des banques qui restaurent, en fait, avec des fonds qui restaurent à l'avance des terrains et ensuite on vend des unités de compensation aux promoteurs qui ont besoin de compenser les pertes associées à leur projet de développement en milieu humide comme condition d'obtention de leur certificat d'autorisation. Au lieu de faire cela, nous, ce qu'on a prévu, ce que le régime québécois prévoit, c'est plutôt un système en lieu de. Donc, on ne crée pas de banque, la loi ne crée pas de banque de compensation, ne permet pas la création de banque de compensation, mais prévoit que le promoteur va verser des sommes d'argent dans un fonds et que ces sommes-là serviront elles seront investies par les MRC puis par le ministère dans la création de programmes de restauration et que ces sommes-là serviront à payer des restaurateurs, en fait. La loi, ce qu'elle fait, la loi 132, c'est qu'elle apporte des modifications à la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Alors, il est prévu dans la loi que le ministre pourra désigner certains milieux humides d'intérêt particulier pour la conservation et que, sur plan, et que ces milieux-là d'intérêt pour la conservation deviendront protégés comme aires protégées en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Les milieux restaurés
et créés en vertu d'un programme de restauration mis en place par le ministère ou l'MRC pourront être délimités aussi sur un plan et devenir des aires protégées. La délivrance du certificat d'autorisation de l'article 22, la loi 132 apporte des modifications au régime d'autorisation environnementale de l'article 22. Il est prévu que la délivrance du certificat d'autorisation de l'article 22 sera assujettie à la démonstration qu'on a essayé d'éviter les pertes, donc que le promoteur a démontré qu'il n'y avait pas d'espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la MRC pour accueillir son projet, un milieu autre qu'un milieu humide. Qu'on a essayé de minimiser les impacts du projet, mais que les impacts résiduels devront être compensés. Et pour les impacts résiduels, eh bien, on demandera au promoteur le paiement d'une contribution financière dont le montant est établi conformément à une formule intérimaire qui est présentée à la fin de la loi 132. La délivrance du certificat d'autorisation de l'article 22, deux diapos qui sont semblables, il y en a 3. Donc, il est prévu aussi dans la loi 132 que, par règlement, le gouvernement pourra prévoir des cas particuliers où la contribution financière que doit verser un promoteur pour obtenir son certificat d'autorisation et qui servira des restaurations, des créations, pourra être remplacée par des travaux de restauration et de création qu'il entreprendra lui-même. Donc, ces cas-là seront prévus par règlement. Et il pourra également prévoir par règlement que certaines activités de drainage, de canalisation, de remblai, d'aménagement du sol seront soustraits à cette obligation-là de contribution financière. Donc, il faut attendre finalement les règlements qui vont être prépubliés dans les prochains mois pour connaître quelles sont ces activités. Je cède la parole à... On attend, le 23 mars 2018, il va y avoir l'entrée en vigueur des dispositions, des nouvelles dispositions sur la modernisation, le nouveau régime d'autorisation environnementale. Ensuite, le 16 juin 2018, le ministre, en principe, devrait publier le guide sur l'élaboration des plans régionaux à l'intention des MRC. Dans l'année qui suit, le 16 juin 2019, le ministre devrait rendre public le premier programme de restauration et de création de milieux humides. Et ensuite, dans 5 ans, le ministre... Je suis trop loin? Excusez-moi, je suis pas habituée d'être une star. Ensuite, dans 5 ans, les MRC devront transmettre au ministre leur premier plan régional, donc le 16 juin 2020. Par la suite, une fois que le plan régional va avoir été transmis au ministre, il va devoir être approuvé. Une fois qu'il va avoir été approuvé, les MRC, la loi 132 prévoit que les MRC vont devoir rendre leur schéma d'aménagement compatible avec le plan régional. Et donc, ils vont devoir enclencher un processus de modification de leur schéma d'aménagement. Et entre-temps, ils vont devoir adopter une résolution ou un règlement de contrôle intérimaire pour bloquer ou régir le développement dans les milieux humides de façon intérimaire jusqu'à ce que les schémas d'aménagement soient adoptés. Soient approuvés, pardon. Adoptés et approuvés. Quelles sont les modifications que les MRC devront apporter dans leur schéma d'aménagement pour être compatibles avec les plans régionaux? Bien, on s'attend à avoir des orientations d'aménagement du territoire en matière de conservation des milieux humides, mais également des nouvelles grandes affectations et des aires d'affectation spécifiques à la conservation des milieux humides, donc des aires pour la conservation, des aires pour la restauration et des aires pour... en fait, les autres, j'aime pas ça dire les milieux humides ordinaires, mais les autres milieux humides où des activités pourront être autorisées sous certaines conditions. Donc, il va y avoir des nouvelles aires d'affectation. Les MRC vont également devoir déterminer des zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de protection environnementale des milieux humides, comme elle le faisait pour les plaines inondables, donc la protection de littoral, rives, plaines inondables. Maintenant, la loi 132 est venue étendre cette obligation-là aux milieux humides. Et c'est à ce moment-là, c'est lors de la modification du schéma que les municipalités locales et le public seront consultés. Donc, lors de l'adoption des plans régionaux, les municipalités locales et le public ne seront pas consultés. Donc, ça va arriver vraiment lors de l'harmonisation des schémas avec les plans régionaux.
Les MRC devront aussi, dans leur document complémentaire, exiger aux municipalités locales de leur territoire qu'elles adoptent des dispositions réglementaires afin de régir le développement dans et autour des milieux humides et hydriques. Pour le moment, ce pouvoir-là s'applique encore une fois là, aux dispositions réglementaires que les municipalités locales doivent adopter pour la protection des rives littorales et plaines inondables. En toute cohérence, là, donc, la loi 132 est venue accorder le pouvoir express aux municipalités locales de venir régir ou prohiber les usages, les ouvrages, les activités directement dans les milieux humides. On sait que, en fait, jusqu'à maintenant, la Cour supérieure avait statué que les municipalités locales avaient le pouvoir de régir et prohiber les milieux humides qui avaient un lien hydrologique ou qui étaient à proximité des milieux humides, pas des milieux humides, mais d'un cours d'eau ou d'un lac. Et là, il y avait un petit débat à savoir est-ce que les municipalités locales avaient aussi le droit de régir ou de prohiber là, les usages dans et autour des milieux humides terrestres ou sans lien hydrologique ou de proximité. Certains auteurs disaient que si les municipalités avaient le droit, le législateur l'aurait écrit expressément. On parle ici de la disposition de l'article du fameux paragraphe 16 de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et c'est exactement ce que la loi 132 est venue faire. Elle est venue accorder expressément le pouvoir aux municipalités de régir les milieux humides avec ou sans lien de proximité, avec un cours d'eau ou un lac. Et peut-être juste un petit mot aussi sur la loi 122, la loi 122 qui est venue reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité, vient d'accorder aussi un pouvoir réglementaire large aux municipalités là, d'adopter des dispositions réglementaires en matière d'urbanisme pour ainsi là, mettre fin un peu au débat ou éviter là, les contestations judiciaires. Donc voilà pour les municipalités. Donc, qu'arrivera-t-il d'ici à ce que les plans... Quels seront les milieux... C'est pas que je t'écoutais pas, Caroline, mais là, j'ai un petit moment de distraction. Quels seront les milieux humides jugés d'intérêt particulier pour la conservation, en fait? À l'échelle de la province, il faut comprendre que dans la loi, il y a comme 2 échelles spatiales là, pour cette désignation-là des milieux humides. Donc, le ministère va s'occuper de désigner des milieux humides d'intérêt à l'échelle de la province. Il va le faire dans le cadre de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Puis, qu'est-ce qui sera jugé des milieux humides d'intérêt? Ce seront les milieux humides exceptionnels, dont la biodiversité, les fonctions leur confèrent... Est-ce que je suis sur la bonne diapo? Je vois pas. Les milieux humides dont la biodiversité et les fonctions leur confèrent une grande valeur écologique, on le verra ici. Les milieux humides qui se distinguent par leur intégrité, rareté et superficie, puis aussi les milieux qui contribuent à la sécurité du public et qui sont importants pour l'adaptation au changement climatique. Puis je tiens à souligner que ces 2 derniers éléments-là n'étaient pas dans le projet de loi au départ et les audiences publiques auront permis de prendre en compte ces éléments-là. Ces milieux humides identifiés seront donc protégés par les mesures de la LCPN par la suite. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle de la province, puis c'est le ministère qui s'occupe de désigner, d'identifier ces milieux humides d'intérêt-là. Maintenant, les MRC, quant à elles, vont identifier des milieux humides d'intérêt sur leur territoire dans leurs plans régionaux. Et là, la loi ne précise pas quelles seront les mesures utilisées pour en assurer la conservation. Ce sont les MRC qui devront préciser ces moyens-là, soit par des acquisitions de milieux humides ou de servitudes de conservation, par exemple. Maintenant, comment sera pris en compte la régionalisation dans l'élaboration des plans régionaux des milieux humides? C'est quelque chose aussi qui n'était pas dans le projet de loi au départ, mais suite aux audiences publiques, ça a été ajouté. En fait, on avait insisté là-dessus. Dans un premier temps, dans l'élaboration de son plan régional, chaque MRC doit consulter, on l'a dit tantôt, là, les OBV, les creux, les autres MRC du bassin versant. Donc, un souci de prendre en compte ce qui se passe dans le bassin versant, même si ce sont les MRC qui vont faire leur plan régional. Ensuite, pour les projets de restauration et de création, ils devront être réalisés prioritairement à l'intérieur du territoire de la MRC, là où on perd des milieux humides. Donc, les milieux humides pour lesquels on aura obtenu des compensations engendreront de la restauration dans les mêmes territoires. Ça, on jugeait ça important. Maintenant,
en discutant aussi avec Bernard, c'est sûr qu'il y a encore une réflexion à avoir à ce niveau-là pour les bassins versants en déficit de milieu humide. En fait, la régionalisation, moi je crois qu'elle est importante pour ce qui va se passer dans le futur. Les milieux humides qu'on va perdre, on devra les restaurer dans les mêmes territoires. Maintenant, les territoires dans lesquels, dans les dernières décennies, on en a perdu trop, ou beaucoup, comment pouvons-nous améliorer le sort de ces territoires-là? Je pense qu'il y a encore une réflexion à faire ici. Donc, les projets doivent permettre de maintenir les superficies et les fonctions des milieux humides dans chacun des bassins versants, ou même la loi permet qu'on pourra faire des gains. Maintenant, la question que je me pose, ou qu'on se pose, c'est y aura-t-il des seuils de superficie minimale à maintenir par bassin versant? Et comment seront identifiées les régions où des gains seront nécessaires? Ça, il n'y a pas... actuellement, ces procédures-là ne sont pas établies, mais il y aura encore de la réflexion où on faudra peut-être faire évoluer là, la loi dans les prochaines années à cet égard-là. Comment les programmes de restauration et création assureront-ils la représentativité des milieux humides? C'est aussi un autre aspect qu'on avait abordé dans les audiences publiques et qui a été intégré dans la loi. Les projets de restauration seront évalués en fonction des facteurs d'équivalence par rapport au type de milieux humides qui auront été détruits ou perturbés dans chacun des bassins versants. Donc, si on perd des marécages, si on perd des marais, on devra recréer le même type de milieu humide dans chacun des bassins versants, selon les objectifs et les cibles qui vont être fixés dans le cadre des programmes de restauration. Donc, il y a eu un ajout à cet effet-là. Maintenant, on peut peut-être se poser la question comment on va assurer la pérennité de certains types de milieux humides qui sont plus difficiles à restaurer. On a de l'expertise au Québec. Canard Limité en est un bon exemple. Le groupe de recherche en écologie des tourbières aussi. On est capable de restaurer des tourbières, des marais, beaucoup de types de milieux humides. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus difficiles ou longs à restaurer, comme par exemple les cédrières sur tourbe ou les marécages riverains à l'érable argenté, etc. Pour l'instant, l'obtention d'un certificat n'est pas assujettie à des garanties de résultats quant à la capacité de restaurer le type de milieu humide visé. Donc, il n'y a pas de distinction là, à l'égard de notre capacité à restaurer tel ou tel type. Ça pourra peut-être être quelque chose qui pourra évoluer dans le temps également. Je cède la parole à Sophie, puis je reviendrai à la fin. Je l'ai mentionné tout à l'heure, qui sera en charge des programmes de restauration et de création de milieux humides. La loi prévoit que le ministère pourra être en charge, mais pourra en déléguer aussi la gestion à une MRC ou à une communauté autochtone. Puis la MRC pourra, elle, sous-déléguer à une municipalité locale là, la gestion d'un programme de restauration. Un programme va être fondé sur le fait va se baser sur le fait que, bon, ici, il y a des milieux humides à restaurer dans telle municipalité. Ici, il y a des milieux qui seraient propices à des créations. On a perdu beaucoup de milieux humides ici. Puis, on va développer là, un programme avec des projets, puis les contributions financières qui nous sont, qui ont été payées pour des projets de développement dans telle municipalité, dans notre MRC, en fait, c'est plutôt à l'échelle de la MRC et du bassin versant. Bien, on va les investir en priorité pour restaurer tel et tel milieu, pour créer un milieu humide ici, etc. Donc, la loi qui sera responsable des résultats de ces programmes, la loi prévoit que l'exercice de pouvoir par un délégataire, je l'ai dit tout à l'heure, ou un sous-délégataire, donc dans l'exercice d'une telle entente là, avec le ministère, n'engagera pas la responsabilité de l'État. Donc, le programme du ministère de la MRC ou de la communauté autochtone pourra prévoir que les restaurations seront effectuées par différents intervenants qui, eux, pourront être là, des ONG de conservation, les Méditerranéens, des firmes privées, des firmes d'ingénierie. Les critères d'admissibilité de ces personnes seront prévus dans le programme en question et la loi prévoit que le ministre peut permettre là, aux demandeurs d'un certificat d'autorisation. La loi prévoit que par règlement, il sera possible de prévoir des cas où la contribution financière là, pourra être remplacée par des travaux effectués par le demandeur lui-même. Et là, quelles sont les conditions qu'on imposera, quelles sont les normes qu'on imposera pour ces travaux-là? Eh bien, ces normes-là seront prévues dans le programme de restauration et on les inclura là, dans les conditions du certificat d'autorisation obtenu par le promoteur là,
en vertu de l'article 22. Est-ce qu'ils seront responsables là, des résultats des mesures de restauration et de création? Ça, c'est une question qui nous préoccupe quand même, puisqu'on n'a pas tout à fait le détail là-dessus. Les critères, les objectifs et les sites de restauration seront définis par les programmes eux-mêmes de restauration, par les MRC, les municipalités, le ministère, et les mesures pour suivre l'avancement des travaux, les mesures de pérennité aussi des restaurations, des sites restaurés, des sites qui seront créés, seront également prévus par les programmes et se déclineront dans les ententes avec les restaurateurs, les responsables, pas les restaurateurs, mais les responsables de la restauration et de la création. Maintenant, dans quelles circonstances le ministère pourra-t-il refuser un certificat d'autorisation? Dans la loi, il est prévu que si le ministère considère que les mesures d'atténuation des impacts ne sont pas suffisantes finalement, si le projet porte toujours atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité, il y a une discrétion ici qu'accorde la loi pour que le ministre puisse refuser un certificat d'autorisation en vertu de 22. Et pour ce qui est particulièrement d'un milieu humide désigné sur plan, donc qui sera ensuite là, désigné et protégé comme aire protégée en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il y a une exigence supplémentaire. Le ministre, s'il n'est pas convaincu que le projet est compatible avec le maintien de l'état naturel, pourra refuser le certificat d'autorisation. Bon, c'est-à-dire que dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel, il y a différents types d'aires protégées. Il y a des activités qui sont interdites selon les types d'activités protégées. Pour les autres activités permises, eh bien, on ajoute une possibilité supplémentaire pour ces autres activités permises dans ces aires protégées-là pour que le ministre puisse refuser un certificat d'autorisation. Il devra être convaincu que le projet est compatible avec le maintien de l'état naturel. Et il y a une présomption qui a été ajoutée dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel, selon laquelle certaines activités ne sont pas compatibles avec le maintien de l'état naturel. Les activités de drainage, canalisation, décalage du sol, etc. Donc là, le fardeau de preuve est renversé sur le promoteur. Pour les autres milieux humides, que les milieux humides qui seront protégés comme aires protégées en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, eh bien, le ministère pourra refuser le certificat d'autorisation si le demandeur ne démontre pas qu'il ne peut éviter de porter atteinte au milieu et qu'il existe un espace approprié disponible pour les fins du projet ailleurs sur le territoire de la MRC. Cette notion-là, elle est un peu comparable à ce qu'on retrouve dans la loi sur la protection du territoire agricole au Québec. Dans la loi sur la protection du territoire agricole, on définit ce que c'est qu'un espace approprié, disponible, ailleurs que dans une zone agricole protégée par la loi. Ici, dans la loi 132, on n'est pas venu définir la notion d'espace approprié disponible. Donc, il faudra voir si, ici, on a mis la définition là, de l'article 1.7 de la loi sur la protection du territoire agricole, là, qui prévoit que c'est une superficie vacante où le type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité, le cas échéant par les mesures de contrôle intérimaire. Donc, il faudra voir de quelle manière là, l'espace approprié disponible ailleurs, l'espace approprié disponible autre que milieu humide ailleurs dans le territoire de la MRC sera interprété dans le cadre de la loi 132. Donc, on ne sait pas encore quelles seront évidemment les activités et les travaux que le gouvernement pourra soustraire par règlement là, au paiement de cette contribution financière. Tout ce que nous indique la loi, c'est que ce seront des activités de drainage, de canalisation, de travaux de remblai, de déblai, des travaux d'aménagement du sol, notamment ceux qui nécessitent du décapage, l'excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal. Mais on n'en sait pas plus. Et quelles seront les conditions qui permettront au ministre de décider qu'une contribution financière normalement exigible pourra être remplacée par des travaux réalisés de restauration et de création par le promoteur lui-même. Pour ce qui est des activités et travaux que le gouvernement pourra soustraire par règlement au paiement de la contribution financière, donc on n'a pas le détail. Ce qu'on sait déjà, c'est que dans la loi, les cannebergières et les bleuetières ne sont pas sont exclus de l'obligation de fournir une contribution financière comme condition d'obtention de leur certificat d'autorisation, donc comme compensation là, pour des travaux de restauration et de création. Mais pour ce qui est des exceptions réglementaires, là, on n'a pas le détail jusqu'à présent. Je cède la parole donc, à Monique pour la conclusion.
Alors, je termine avec ça, puis je passe la parole à Bernard après, puis on va garder du temps pour interagir aussi avec la salle. Mais en conclusion, le Québec vient de faire un grand pas en se dotant d'une loi sur les milieux humides, puisque cette loi-là est basée sur l'objectif d'aucune perte nette et reconnaît aussi le rôle crucial des milieux humides. Ça, c'est vraiment partout dans la loi. Si vous lisez la loi, on reconnaît vraiment le rôle, les fonctions des milieux humides, notamment pour les changements climatiques et la sécurité du public. On croit quand même qu'il reste des défis quant à la mise en œuvre de la loi. Par exemple, quels seront les moyens pour assurer la conservation des milieux humides jugés d'intérêt dans les plans régionaux? Donc, comment les MRC vont vraiment les protéger une fois identifiés? Des enjeux aussi sur l'intégration de la notion des changements climatiques. Ça revient partout dans la loi, dans différentes sections de la loi. Maintenant, comment ça sera fait? On a de l'expertise au Québec. On espère qu'il y aura des ressources de mise de l'avant de la part du ministère pour impliquer là, les modèles de changement climatique et également des fonctions des milieux humides dans les plans régionaux et les programmes de restauration également. Et enfin, il faudra rester vigilant quant aux règlements à venir. On n'a pas les détails sur les règlements, notamment celui soustrayant certaines activités visées par le régime de compensation. On n'a pas de détails à ce niveau, mais je pense que c'est peut-être les 3 lignes de la loi qu'il faudra surveiller, du moins les règlements associés à cet élément-là. Il faudra surveiller également les résultats des programmes de restauration et de création, s'assurer que les résultats sont bons, les objectifs sont atteints, ils sont en accord avec ce qu'on perd en milieu humide en termes de type et de fonction des milieux humides. Il faudra aussi rester vigilant quant à la reddition de compte de la part du ministre. À tous les 10 ans, il y aura un bilan de fait sur les résultats des plans régionaux. Et aussi, les programmes de restauration seront rendus publics, notamment en regard des superficies restaurées, des projets accordés. Ça sera rendu public au fur et à mesure. Et à tous les 10 ans, il y aura un bilan. Il faudra s'assurer qu'il y ait une bonne accessibilité à l'information, ce qui n'est pas toujours le cas là, quand on veut avoir de l'information de la part du ministère de l'Environnement. Parfois, c'est dû à la façon dont les informations sont colligées. Donc, c'est peut-être mes inquiétudes ou les points sur lesquels j'aimerais qu'on reste vigilant par rapport à la loi. Donc, je passe la parole à Bernard, qui a très hâte, je pense. Bonjour tout le monde. Première question qu'ils m'ont posée, t'as-tu ton PowerPoint? J'en ai pas, ici. Je savais très bien qu'en passant après ces 3 spécialistes, tout serait à peu près dit sur la loi. Donc, j'ai opté de donner mon opinion sur cette loi-là. Et avant d'embarquer dans l'opinion, mon opinion personnelle de l'entreprise Canard Limité, cette année, c'est 80e année d'existence de Canard Limité Canada. Et ça a été créé par un groupe de chasseurs de New York dans les années 30 parce qu'ils constataient qu'il y avait des baisses de la population d'oiseaux. Après des inventaires, au Canada, c'était le drainage des milieux humides qui était la cause, parce qu'effectivement, les prairies canadiennes sont des secteurs majeurs de production de sauvagine. Et au Québec, en 1976, a amorcé la conservation des milieux humides par Canard Limité. Je suis arrivé en 1977. Et aujourd'hui, devant être une salle comme vous autres, entendre ces 3 personnes me parler pendant 3/4 d'heure de temps sur l'importance des milieux humides, c'est extraordinaire. Parce que je peux vous dire qu'en 1977, quand on parlait de restaurer l'île du Moine, on se faisait demander une étude d'impact, ça fait des plus, on se faisait même demander pourquoi on voulait restaurer les milieux humides. Fait que c'est quand même un accomplissement majeur. Nous, on a fait quand même un grand constat. Malgré tout, en passant, c'était la présence de mon ami Léopold, ici présent, ancien ministre adjoint, avec laquelle on a eu beaucoup de discussions sur le besoin d'une loi, puis il me faisait remarquer, il dit, non, il y a près 20 lois qui touchent les milieux humides. Mais il n'y en avait pas qui ramassaient tout ça. Fait que cette loi-là, effectivement, ramasse beaucoup de choses. Mais le grand constat, c'est que malgré tout ça, on est en perte constante de milieux humides. Ils l'ont bien documenté. Il y a une méconnaissance complète des rôles et des fonctions des milieux humides. À quoi ça sert les milieux humides? Pourquoi conserver des milieux humides? On demande, là, la question la plus fréquemment posée présentement, c'est c'était-il nécessaire cette loi-là, Bernard? Donc, il y a des conséquences de leur disparition progressive dans la vallée du Saint-Laurent.
pense qu'on ne réalise pas comment que le Québec est vraiment organisé en termes de développement social, industriel, commercial versus les autres provinces. On a un immense fleuve qu'on appelle le Saint-Laurent en plein centre. On est stationné 7 millions de personnes de chaque côté. Cornwall, Gaspésie. Puis, on a tous développé là-dedans, mais savez-vous que le corridor Saint-Laurent-Grand-Lac, c'est l'axe de migration le plus important de la Sauvageville en Amérique du Nord. Mais malgré ça, on a trouvé le tour d'installer 7 millions de personnes dans une petite bande étroite, encaissée entre les Appalaches et les Laurentides, les autoroutes, les trains, développement domiciliaire, développement agricole. Donc, imaginez la pression que ces habitats-là ont subi. Donc, effectivement, ce type de développement-là, ça n'existe pas dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ils utilisent toute la Saskatchewan, puis ils sont en train de la drainer en passant. Étant par étant, là, ils montent tranquillement. Ce qu'on a vécu dans les années 40-50, ben, ils sont en train de faire. Puis, cette pression-là constante, ben, ça a des effets cumulatifs. Puis, ils sont visibles. Ils sont visibles sur le territoire. On voit qu'il y a de moins en moins la qualité de l'eau et tout ça. Donc, la nécessité d'une loi, c'était évident. Mais ça prenait une loi forte, puis qui était sans équivoque. Comme disait Jean-François Girard, commission parlementaire, des gains individuels pour des pertes collectives. En passant, vous avez sûrement certains qui ont suivi ça, vous avez lu le communiqué de presse de grandeur limitée, on passe de dernière classe à première classe. Il y en a qui m'ont dit, on va avoir t'exagères. On est la seule province avec une loi, c'est les musulmans. Les autres, c'est des politiques. Puis ces politiques, c'est bon, mais ça a ses limites. Là, on va avoir des règlements, on va travailler fort sur les règlements, mais c'est quand même majeur parce que le Québec n'est pas reconnu comme étant une province sauvagine, une province, c'est important des musulmans. Mais ça, c'est ceux qui n'ont pas voyagé, ceux qui n'ont pas fait des courses au Québec. Parce qu'il faut vous dire, quand on lève la tête et qu'on rentre dans le Nord, il y en a de musulmans. C'est certain que cette loi-là, on la travaille. Un des objectifs premiers du plan d'affaires de Canada dans chacune des provinces, c'est se doter d'une politique ou d'une loi sur les musulmans. On a un guide, des critères qu'on veut voir apparaître dans une loi. Aucune perte de limite d'intérêt présent. Aucune perte nette présent. Une séquence d'atténuation. Éviter, diminuer, compenser présent. Un programme de restauration ou un programme de compensation présent. Un registre pour les pertes et les actions de restauration présent. Ça, c'est ce qu'on s'attendait d'avoir dans la loi. À notre grande surprise et notre grande satisfaction, le fameux plan régional des MRC. Donc, imaginez, on passe maintenant d'un système qui était de perte nette vers un système qu'on va planifier la présence des milieux humides ou leur pression qu'ils subissent au même niveau que l'ensemble des autres activités d'une MRC. Donc, c'est quand même assez innovant. Et donc, d'inscrire la conservation des milieux humides dans le schéma d'aménagement, c'est un défi, mais c'est innovant et c'est très structurant. C'est sûr qu'il y a des consultations que certains voulaient obligatoires, mais au moins des consultations avec les organismes de bassin versant, des conseils régionaux d'environnement. Dans le plan régional, c'est indiqué tous les milieux humides. C'est assez pesant comme énoncé. Aussi, ça veut dire qu'on va commencer à prévoir l'impact du développement sur les pertes de milieux humides, puis prévoir des sites de restauration. Ça, c'est en avant. Donc, on vient de passer la conservation des milieux humides de l'aval à l'amont. Pas la ville, mais de l'aval à l'amont. Parce que avant, ce qu'on voyait, c'était le promoteur, le développeur, l'utilisateur du territoire, il arrivait avec un projet, puis il disait je fais des routes, je fais une activité, il est humide. Comment je m'organise avec ça? Négociation, il avait investi beaucoup en conception. Donc, c'est sûr que changer des plans, amorcer, j'ai travaillé avec beaucoup de promoteurs qui avaient des projets domiciliaires en plusieurs phases. Les phases 1, 2, 3, 4 allaient bien. La phase 5, il est mieux humide. Il me dit, avoir reçu, j'aurais tout mon système de caduc, j'aurais monté le système vers la gauche au lieu de la droite de mon développement. Mais là, il dit, tout est aligné là-dessus, il faut que je passe là. Fait que là, les négociations étaient assez difficiles et émotives. Donc, c'est vraiment important de penser que maintenant, on va avoir l'opportunité. Vous allez avoir une opportunité
c'est-à-dire les intervenants, le public en général, les ABV, tous les groupes de citoyens, à faire valoir votre préoccupation puis l'importance de conserver les milieux humides. Mme Poulin a dit un mot tout à l'heure sur la limite de l'approche régionale. On est tous d'accord que si on veut avoir une approche, quand tu détruis un milieu humide à un endroit donné, d'avoir un remplacement ou une restauration ou une création dans l'environnement immédiat, on se tasse progressivement dans le même bassin versant parce que c'est la gestion de l'eau et tout ça. Mais comme elle me l'expliquait, bassin versant d'Ayamaska, il n'y en aura pas de compensation parce qu'il n'y en a plus de milieu humide. Ça a été drainé. Mais si c'est un endroit qui a besoin au Québec d'intervention au niveau de la gestion de l'eau, au niveau en quantité et en qualité, c'est bien le secteur du lac Saint-Pierre, c'est bien le secteur d'Ayamaska. Donc, il va falloir trouver une flexibilité pour s'assurer qu'effectivement, on ne va pas éliminer une colonie de castors parce qu'il faut développer ou créer un milieu humide dans le bassin versant, parce qu'on a un développement, puis on a des secteurs qui ont vraiment besoin. Donc, c'est sûr qu'il y a un défi de planification de tous les acteurs, parce que ça veut dire que intentionnellement, il va y avoir une décision qui va être prise, il va y avoir des sites qui vont être ciblés, qui vont être détruits. Puis ça, c'est majeur, parce que les gens se battent pour tout conserver. Donc, on va prendre conscience de l'impact d'une décision. Parce qu'il y a des cycles qui sont facilement conservables. Espèces en danger, espèces rares, rareté, grandeur, X, Y, Z. Mais le style banal, celui-là qui n'a à peu près rien, à part d'avoir de la quenouille ou à part d'avoir des végétaux standards qu'on rencontre, il n'y a pas d'espèces en danger associées, mais ils jouent un rôle majeur sur l'eau. On en a des cas qu'on a documentés dans des têtes de bassin ou des apportées de bassin où il y a des immenses tourbières ou des immenses milieux humides qui jouent un rôle dans un bassin qui est à forte érosion. Puis c'est évident que si on le perce et qu'on le canalise, ça va augmenter l'érosion en aval. Donc, ces sites-là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de défenseurs. Donc, quand on était très fiers de voir apparaître la notion de changement climatique, parce qu'effectivement, une adaptation au changement climatique, ce que M. Bourque me mentionne constamment, il dit « ta patente », il n'y a personne à patente. Conserver les milieux humides, il dit ça a du bon sens de garder de l'eau dans les paysages. Parce qu'effectivement, avec les extrêmes, que ce soit de la pluie importante, qui emporte tout dans le 3 jours suivant l'inondation, pas l'inondation, mais suivant les précipitations, ou vice-versa, le 20 jours, 25 jours sans pluie. Savez-vous qu'au Québec, on a réussi à créer des sécheresses artificielles? On est top en tabarouette. On a réussi à créer ça. On a des secteurs. Premièrement, on est quand même assez efficace. C'est une grande vallée. On a drainé en surface. Systématiquement, on a drainé, ça c'était facile. Après ça, on a drainé souterrainement. On a mis des pompes. Fait qu'il y a des endroits au Québec où il faut inverser les pompes, il faut recharger les nappes parce que ça draine plus que la précipitation et ça affecte la croissance. Fait que, on dit souvent au bureau, les excès est toujours inclus aux excès. Fait que si on a eu probablement un excès de développement dans des secteurs, et comment ramener cet excès-là vers un habitat, un paysage de qualité. Donc, il faut saisir l'opportunité. La loi sur les milieux humides, c'est pas une fin, c'est un début. Parce qu'effectivement, maintenant, on dit, bon, on trace une ligne, mais on ne faut plus en perdre. Les statistiques le démontrent. Autour des grands centres urbains, on pense tout à Calgary, Toronto, Montréal, Québec. En face du bureau, ça s'appelle la rue Marais. D'après moi, ils ont pas appelé ça parce que c'est de la roche, là. Puis la canardière, vous savez, c'est parce que probablement que ça doit être un endroit qui avait des canards. Donc, tu trouves des sites comme ça, là, les anciens noms, là, maintenant, il y a des serres et compagnie qui sont partout dans le développement. Là. Mais historiquement, il y avait tendance à nommer les rues ou les boulevards associés à des activités qui avaient lieu sur place. Donc, il y a eu beaucoup de pression. Puis cette planification stratégique-là, c'est un défi. Là, j'essaie de me retrouver, je suis parti dans les exemples. Oui, donc c'est pas une fin, c'est un début. Puis ce début, moi, ce que je dis, il faut en tenir compte, il faut planifier nos plans régionaux. Il ne faut pas se lancer un trou, un patch, si on fait ça à peu près.
il y a des sites probablement stratégiques qu'on devrait investir en restauration ou en création pour solutionner les problèmes. Parce que tout à l'heure, je donnais l'exemple du bassin versant qui a été fortement sollicité ou drainé. Il y a des besoins, parce que les personnes aiment ça voir partir son pont là, ou son accès pour aller à sa ferme. Donc, de réduire les débits, de réduire les sédiments. Donc, si on est stratégique, au point de vue, parce qu'il faut quand même prendre conscience qu'il va se développer, théoriquement, 5 minutes, pas de problème. Vous avez peur que je parle longtemps, hein? Je vous comprends. Donc, il faut vraiment trouver une opportunité de planifier notre intervention sans MRC. Théoriquement, selon la loi, ils vont devoir développer un plan régional qui va identifier les pertes, qui va identifier les sites de restauration. Il va voir aussi que les gens ouvrent les écoutiques, là, parce que souvent, les sites de restauration, on en trouvait, mais ils n'étaient pas accessibles légalement ou accessibles au point de vue autorisation. Fait que là, donc enfin, on va démocratiser un petit peu la démarche de développement, où il y a des pertes, ben, si vous voulez qu'on restaure près de chez vous, près du site qui est détruit, ben, donnez-nous accès au territoire. On pense à la Commission de protection du territoire agricole, entre autres. On pense à plein d'autres zonages qui fait que c'est très difficile d'intervenir. Donc, si on fait une bonne planification, puis vous allez voir là, mes prochaines présentations dans les prochains mois, là, pour vous parler d'infrastructures vertes. Bien, s'il faut, au Québec, je l'ai dit 2 fois en commission parlementaire, ça nous prend des fonds pour rebâtir les paysages de la vallée du Saint-Laurent, parce que le lac Saint-Pierre, comment le restaurer, c'est pas en faisant des TDD à gauche par à droite, c'est une approche globale de chaque côté, d'un bassin versant, d'un batterie agricole, comment on réorganise ça, donc les infrastructures vertes. Il en a annoncé pour 9 milliards, M. Trudeau. Fait qu'on peut juste s'organiser collectivement, fédéral, provincial, municipal et de risque de conservation, de réunir des fonds, de faire une stratégie, d'utiliser les plans régionaux des MRC, de façon à rentrer sur le territoire une stratégie intelligente qui va être avantageuse pour tous. Qui va être avantageuse pour les propriétaires, parce qu'il faut être conscient que notre 7 millions, on l'a parqué, on l'a stationné de chaque côté du fleuve, mais c'est aussi la zone de territoire privé au Québec, là. C'est 93, 97, je ne sais plus, là. En tout cas, c'est plus de 90 qui est territoire public. Donc, c'est entre 0 et 10 qui est privé au Québec. C'est pas beaucoup, là. Fait que, donc, c'est une opportunité. On avait souhaité en commission parlementaire que le gouvernement ou que le ministère des Loisirs, pour la mise en œuvre, crée une équipe centrale. Parce qu'il éviter que ça parte dans toutes les directions. Pas direction régionale, dans toutes les directions en termes de développement ou de plan. On a dit que ça nous prendrait un budget de 2 millions pour 5 ans. Voué à la mise en œuvre, la marketer, l'expliquer, prendre des projets pilotes. Puis une mise de départ de 10 millions pour effectivement aller en urgence aux endroits où il y a vraiment besoin de restaurer. L'expertise en restauration, elle existe. Fait que, on peut facilement conclure que les pressions, l'habitat, le Saint-Laurent, sont sous pression, puis ça ne diminuera pas. Il faut adapter notre restauration ou notre intervention à l'aménagement du territoire. Les milieux humides, là, c'est comme la santé. Ceux qui ont déjà été malades dans la salle, vous savez c'est quoi ça veut dire. Tu as l'impression que tu es invincible, puis un bon coup, pouf, tu as un diagnostic de hanche à remplacer. 3 mois sur le côté de la mort. Fait que ça, tu dis, ouais, là, tu constates la valeur de la santé. Mais les milieux humides, c'est la même chose. Quand ils sont là, on les prend pour acquis, on grignote dedans. Quand ils sont disparus, il me semble qu'il y avait plus de vie autour d'ici. Ben oui, mais il n'y en a plus, parce que les milieux humides, c'est un habitat majeur. Restauration adaptée aux réalités du Québec. Ça, c'est vraiment ce qui est certain. Les gens disent, ben là, des grands barrages. Non. On va restaurer des grands sites quand on peut le faire, quand on a l'habitat, quand on a l'espace. On a fait le ruisseau de feu à Terrebonne. On ne peut pas tasser de maison, là. Il y avait un grand secteur qui était en soya, en maïs, qui était une zone agricole. On a eu des noms écologiques, on a fait des acquisitions. On a fait 40 hectares de milieux humides. C'est majeur. Puis là, maintenant, ils sont en train de faire un parc dessus. Il va y avoir des accès, une tour d'observation. Donc, il faut pouvoir adapter nos interventions à nos besoins sur la qualité de l'eau dans le territoire agricole. On n'ira pas inonder les terres à Saint-Hyacinthe, c'est pas question de ça. Mais si on peut retenir plus de sol dans les terres de Saint-Hyacinthe, parce qu'on sait, c'est le grand qui parle, on sait que les sédiments transportent la richesse de ces sols-là. Puis au Québec, nos sols, ils ne sont pas épais. C'est pas beaucoup. En Ohio, c'est 5 mètres de sol arable cultivable. Au Québec, c'est 30 cm dans beaucoup de secteurs. Fait que imaginez que ça a beaucoup de valeur. Donc, il faut utiliser cette loi-là, les plans régionaux, pour se bâtir un avenir en termes
de qualité d'environnement, en termes de qualité d'habitat. Les milieux humides, ben, ça va être au centre de tout ça. Ça va faire l'adaptation au changement climatique, aux espèces en danger, aux espèces rares. Mais là, présentement, les espèces en danger ou rares, c'est quasiment les milieux humides. Fait qu'on a besoin d'une vision claire. On est disponible, canal limité, pour partager. Et on souhaite bonne chance aux acteurs, à ceux qui vont avoir à mettre en place ce beau défi qui nous a été adopté unanimement à l'Assemblée nationale le 16 juin dernier. Merci beaucoup.